Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la suite des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors le 29 juillet, j'ai eu l'immense chance d'assister à un match de rugby à 7 féminin au Stade de France. J'ai eu la chance d'obtenir des places à un prix raisonnable, parce que la plupart des places étaient très onéreuses avec des prix exorbitants, et j'ai eu cette chance immense de pouvoir assister à des matchs de rugby à 7 féminin au Stade de France. Alors les rencontres étaient dynamiques, et les essais marqués étaient nombreux. Les joueuses étaient hargneuses, combatives, elles ne se démotivaient et elles n'abandonnaient pas. C'était assez impressionnant de voir cette combativité, cette envie d'avancer, de réussir. Ce perfectionnisme aussi, parce que les joueuses étaient parfaitement organisées, on sentait qu'il y avait un entraînement faramineux derrière, et donc c'était impressionnant à voir. C'était impressionnant d'y assister. En outre, j'ai pu remarquer qu'il y avait une différence significative entre le nombre d'essais marqués au football et le nombre d'essais marqués au rugby en moyenne durant un match. Donc cette différence, elle était assez importante, notamment en rugby à 7, comme les joueuses sont assez peu nombreuses, eh bien, la rencontre est marquée et ponctuée par de nombreux essais de part et d'autre. Donc les joueuses, effectivement, ont l'occasion de s'illustrer à plusieurs reprises au cours de ces matchs. Et c'est vrai que les joueuses étaient aussi émotives. L'une des forces du sport féminin, c'est que les joueuses laissent bien plus libre cours à leurs émotions. Elles se laissent parfois submerger par leurs émotions. Certaines joueuses avaient les larmes aux yeux. Et c'est vrai que c'est assez émouvant à voir aussi. Le sport, c'est évidemment un esprit de compétition, mais c'est aussi des émotions que ça véhicule. Donc, par exemple, pour ce qui est des scores, le premier match opposait le Royaume-Uni à l'Afrique du Sud, 26-17, donc le Royaume-Uni a gagné, a vaincu l'Afrique du Sud. Ensuite, Australie-Irlande, 19-14. Euh, le match qui a été, on va dire, où l'écart entre les scores a été le plus significatif, a été le plus important, c'est le match Japon-Brésil, où le Japon, à un moment donné, menait 24-0. Donc effectivement, les Japonais étaient très forts, les Japonaises étaient très fortes par rapport aux Brésiliennes qui, elles, avaient de la peine à marquer des points, à marquer des essais. Ensuite, la France est parvenue à gagner contre les États-Unis. Autant c'est vrai que l'équipe française avait été un petit peu décriée, notamment au basket, mais au rugby à 7, elle s'illustre, elle brille, elle réussit de façon triomphale à vaincre les États-Unis. Et enfin, le Canada contre la Chine, 26-12. Et donc le Canada a remporté la victoire. Alors c'est aussi important de préciser que c'est la première fois que je me rendais au Stade de France. C'est la toute première fois que j'avais eu cette occasion d'aller au Stade de France. Je sais que c'est là qu'a été jouée la finale de la Coupe du Monde de 1998, donc c'est une opportunité exceptionnelle que de pouvoir se rendre au Stade de France et de pouvoir assister à des matchs comme ceci. Pour ce qui est du rugby, il faut savoir que un essai au rugby, c'est 5 points, et qu'on peut transformer l'essai. Donc c'est-à-dire que pour marquer un essai, il me semble qu'il faut appuyer le ballon de rugby dans une surface qui est adéquate, qui est appropriée pour justement ça. Les joueurs ont le droit de se faire des passes qu'en allant vers l'arrière, forcément. Le plaquage est autorisé. Et pour transformer un essai, donc pour obtenir 7 points au lieu de 5, il faut tirer dans le ballon de rugby et le faire passer entre deux barres parallèles. Donc voilà, ça c'est un peu les règles du rugby dans les grandes lignes. Ensuite, le lendemain, j'ai assisté à un match de football au Parc des Princes. Il s'agissait d'une rencontre entre République dominicaine et Ouzbékistan. Le début du match était assez monotone, c'est-à-dire que voilà, c'était assez, comment dire, assez plat, c'était peu dynamique. Il y avait assez peu d'action, c'était pas forcément très, très, très trépidant. Voilà, il n'y avait pas forcément de sensation forte. On voyait des échanges de balles. La République dominicaine semblait un peu plus active que l'Ouzbékistan. Et puis, donc, le match a abouti à une égalité. Au cours du match, il y a eu quelques actions quand même. À un moment donné, par chance, la République dominicaine a pu obtenir un penalty. Et donc là, comme 8 fois sur 10, il y a eu but. Et l'Ouzbékistan, c'était assez fort parce que quelques minutes avant la fin du match, parce qu'on pouvait se dire, oui, mais quel était l'intérêt, comment dire, pour l'Ouzbékistan d'essayer de marquer un but, parce que de toute façon il restait que quelques minutes, etc. Ça paraissait perdu en fait. On pouvait se dire mais quel était l'intérêt pour l'Ouzbékistan. Faut rester pragmatique aussi, il faut rester rationnel et se dire ok, il reste quelques minutes de jeu, quel est l'intérêt pour l'Ouzbékistan d'essayer de marquer, sachant que c'est peine perdue, en fait, ils perdent leur énergie. Et en fait, non, finalement, ça a payé, ils ont réussi à marquer un but et donc à égaliser. L'effervescence au sein du stade était palpable, chaque but était accueilli par des ovations phénoménales. C'est assez formidable, les joueurs étaient applaudis, il y avait des hollas aussi.
Donc c'est vrai que l'atmosphère était exceptionnelle, on sentait l'effervescence au sein du stade qui était palpable, et donc le match a abouti à une égalité, mais c'est vrai que ça a été trépidant, je pense que ça restera gravé dans nos mémoires. Voilà, c'était aussi la première fois que je me rendais au Parc des Princes, donc c'est une occasion quand même assez exceptionnelle. Voilà, et c'est la deuxième épreuve des JO auxquelles j'ai pu assister. Je tiens aussi à préciser que les JO ne se produisant entre guillemets à Paris que tous les 100 ans, ils se sont produits à 3 reprises à Paris, en 1900, 1924 et ensuite en 2024, donc cette année. Il faut savoir que c'est extrêmement rare de pouvoir assister aux JO, c'est une chance, et c'est bien plus complexe pour un Français de se rendre par exemple à Los Angeles ou à Brisbane, dans un pays étranger, donc de devoir payer les billets d'avion, le transport, l'hôtel, pour assister à des épreuves des JO dans la vraie vie, d'accord, plutôt que d'assister directement à des épreuves des JO dans son pays, à proximité de chez lui. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'assister à des épreuves à proximité de chez moi, dans Paris, parce qu'il ne faut pas perdre cette occasion exceptionnelle qui ne se représentera sans doute pas de mon vivant. Voilà, toujours est-il que j'ai eu la chance d'assister à des matchs de rugby à 7 féminin, j'ai pu assister à des matchs un match de football au Parc des Princes. Voilà, donc c'était une occasion à ne pas rater. Ensuite, le 31 juillet, donc le lendemain, j'ai eu la chance d'assister au triathlon masculin des Jeux Olympiques. Donc il faut savoir qu'on pouvait y assister gratuitement, ce que je ne savais pas au début. La partie natation nous était occultée parce qu'elle était derrière le pont Alexandre III. Par contre, j'ai pu assister au passage des cyclistes. Alors il y a eu quelques passages successifs, de nombreux passages, parce qu'en fait il s'agissait d'une boucle, ce qui fait que les cyclistes passaient sans cesse devant nous, repassaient en boucle devant nous à plusieurs reprises, et donc j'ai pu voir en fait, donc c'est très marrant parce qu'ils ont des casques aérodynamiques, une tenue donc qui est aussi adaptée, adéquate pour la nage, et ils vont très vite, donc ils ont des vélos évidemment aérodynamiques qui sont conçus pour ça, et donc voilà, on les voit passer, donc je les ai vus passer à plusieurs reprises, moi j'étais à proximité du pont Alexandre III, donc ils passaient devant nous en fait, vers la droite, et puis ils repassaient quelques minutes plus tard vers la gauche. Ils étaient très serrés, donc c'était des groupes assez compacts, assez homogènes en fait. Il y avait des pelotons finalement, où les cyclistes se talonnaient les uns les autres. Ensuite, les premiers cyclistes ont commencé à courir, et donc là j'ai pu les voir courir. Et en fait, on voit que chaque participant au triathlon avait ses spécificités, avait ses caractéristiques propres. Donc par exemple, il y a certaines personnes qui étaient bien plus douées en vélo, donc elle est bien plus vite en vélo, et qui finalement perdaient du temps par rapport aux autres coureurs lorsqu'ils devaient se déplacer à pied et courir. Donc certains étaient meilleurs en course à pied, d'autres étaient meilleurs en vélo, c'est ce que j'ai pu remarquer. Après voilà, je trouve les coureurs d'Amérique du Sud étaient ceux comment dire, qui encourageaient le plus le public à applaudir, donc ceux qui récoltaient le plus d'ovations, parce qu'ils encourageaient, au sens propre du terme, le public à les applaudir. Donc voilà, on avait pas mal de concurrents de Suisse, de France, qui étaient évidemment les plus applaudis, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, Mexique, etc. Et c'est vrai que des États-Unis aussi, hein. Et c'est vrai que voilà, on a tout d'abord pu apercevoir les cyclistes, donc aller beaucoup plus vite, hein, forcément, même si en triathlon, aux Jeux Olympiques, la distance à parcourir pour les cyclistes, c'est 40 km. Donc ça peut paraître interminable, ça peut paraître très long. Faut pas dévoyer hein, ce terme. C'est vrai que c'est long. Hein, faut dire ce qui est. Mais en fait, comme les cyclistes vont particulièrement vite, se déplacent avec beaucoup de célérité, eh bien, ça passe plus vite que je ne l'aurais imaginé. Donc voilà, au final, en fait, ce n'était pas si long. Et c'est indéniable hein, que 40 km, c'est une distance difficile à parcourir hein, pour n'importe qui. C'est incontestable. Mais c'est vrai que indubitablement, voilà, ça va relativement vite. J'ai par la suite aperçu les coureurs, donc ils avaient 10 km à courir, et 10 km après 1,5 km de nage et 40 km de vélo, c'est vrai que c'est relativement long. Voilà, c'est pas facile à courir. Et ce que j'ai trouvé aussi très sportif, et dans l'esprit de Pierre de Coubertin, qui disait donc le plus important, c'est de participer, c'est que le dernier en fait de toute la course, qui était un Roumain, il me semble, lui, si vous voulez, il a récolté des ovations de la foule, il a pu checker différents membres de la foule, et donc voilà, il a été accueilli quand même avec des ovations, ce qui est relativement sportif de la part des gens qui ont pu assister à ce triathlon. Le 1er août, j'ai eu l'occasion de regarder les Jeux Olympiques à la télévision, donc j'ai pu assister à de nombreuses épreuves, et c'est vrai que voilà, j'ai pu assister à de l'escrime, il me semble, à du judo aussi, à du beach volley, donc c'était assez intéressant. Aussi le beach volley, c'est intéressant, ça se fait face à la Tour Eiffel, près du Trocadéro. Voilà, tout a été aménagé de façon, c'est savamment organisé, et donc l'organisation pour l'instant des Jeux Olympiques de Paris 2024 est quand même très performante. Merci à tous de m'avoir écouté pour cette vidéo. J'espère voilà que, en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Cette série de vidéos, elle va un peu se poursuivre. C'est-à-dire que je vais continuer à faire des vidéos comme ça où je parlerai des Jeux Olympiques, où je ferai un récapitulatif de ce qui se déroule, de ce qui se passe durant les Jeux Olympiques. Parce que c'est vrai que c'est une occasion exceptionnelle qui se reproduira, en tout cas pas de mon vivant, en France.
et donc c'est intéressant de pouvoir en parler et qu'on puisse voilà, échanger à ce sujet. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.